Je pense qu'il faut passer la parole à l'orateur suivant, n'est-ce pas, Jean-Claude? Oui. Merci beaucoup et bravo. Il est là, c'est Guillaume Morel, qui est le directeur de l'ISIR. Exactement, Guillaume Morel, directeur de l'ISIR, et donc l'ISIR, laboratoire de la Sorbonne spécialisé en robotique, notamment médicale, et qui est docteur en robotique et maître de conférence sur cette thématique. Merci. Merci. Et bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir dans ce lieu magnifique et prestigieux, et puis de me laisser parler un petit peu de notre point de vue. Vous n'entendez pas? Oui, j'ai une voix qui passe pas dans le micro, je suis désolé. Je peux parler fort, vous préférez? Il va falloir prendre un micro dans la main, ça sera plus parler aisément, parler. Oui, non, quand je vais à la radio, c'est pareil. Les ingénieurs font... Alors, j'essaye de parler très près, ça va mieux? D'accord. Oui, donc, contrairement aux autres oratrices et orateurs qui présentent aujourd'hui, je ne suis pas dans une entreprise, je suis dans un laboratoire de recherche, et donc c'est d'un peu plus en amont du produit et de l'utilisation en clinique que je vais vous parler. Et donc, je vais vous parler de ce qu'on a fait depuis quelques années dans les laboratoires, ce qui est en train d'être transféré, et puis ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on imagine demain pouvoir être transféré dans les blocs pour votre pratique. Ah, c'est sur le touch. OK. Sur la flèche. Je ne vois pas de flèche. Ah, celle-là. Et comment je fais pour lancer les vidéos? On verra. Bon, on verra au fur et à mesure. Commençons par le commencement, c'est-à-dire vraiment le système robotique chirurgical très très largement le plus utilisé au monde, qui est le système Da Vinci que vous voyez ici. Je dis que c'est la robotique chirurgicale d'aujourd'hui, voire d'hier, puisque j'ai personnellement participé au réglage du prototype quand j'étais au MIT en 1995. Donc là, on parle d'un robot qui a été conçu il y a quand même presque 30 ans. Et on n'est pas du tout, d'un point de vue des technologies, dans quelque chose qui serait innovant ou nouveau. Ce sont des technologies de téléopération. Philippe Benkte a fait cette différence entre la téléopération et la robotique, qui datent d'il y a assez longtemps et qui ont fait leurs preuves. Alors pour le coup, c'est très largement utilisé ça a fait des millions de cas. Et très largement adopté. Alors, vous voyez que ça a été adopté malgré pour moi, des difficultés au départ. C'est un robot qui préempte tout l'espace autour du patient, qui relègue le chirurgien au coin. Hein, le chirurgien ne sont pas des gens en vert, hein, c'est la personne en bleu au fond. Qui ne dialogue plus avec son équipe, qui est dans son geste purement technique, en interface avec ses mains, son image, et qui fait sa chirurgie. Il y a une petite vidéo là normalement qui doit partir, et qui montre, j'en ai pris une parmi tant d'autres qu'on peut trouver sur Internet. Donc là, vous voyez que souvent, la chirurgie ne se fait pas qu'à deux mains. Donc là, le chirurgien principal opérant travaille avec un assistant, et vous allez voir sur cette séquence, donc lui il est vraiment relégué tout seul dans son coin, et l'assistant lui est près du patient, et vous allez voir qu'il adopte pour arriver à faire cette chirurgie une position assez incroyable. On dirait qu'il est en train de faire du rappel sur un 4-20, je sais pas, qu'il est en train de rattraper son... Donc il pose des clips, je crois, je pense qu'on va voir juste après, et il manque, en fait parfois ça ne manque pas, de se prendre plusieurs fois le robot dans la tête, bien qu'il soit complètement reculé et qu'il ait les mains comme ça devant pour, vous voyez comme ça bouge là autour de lui. En fait, le chirurgien ne voit pas du tout ce mouvement, il ne sent pas du tout ces mouvements, lui il voit des petits mouvements d'instrument, et les effets de bras de levier font des choses assez gigantesques autour de lui. Donc aujourd'hui, la situation de ce robot est ça. Et en fait, bien que ça permette de réaliser un certain nombre d'opérations de façon beaucoup plus confortable pour le chirurgien, c'est pas toujours le cas ni pour les assistants, ni pour les autres personnes d'équipe. Alors, pardon. Alors, avec ce constat, on a, il y a à peu près une dizaine d'années, commencé à développer des concepts, ou une quinzaine d'années, commencé à développer des concepts alternatifs qu'on appelle la co-manipulation, qui a été évoquée par Sophie Cahen. Et en particulier, un exemple tel que celui-ci, qui avait un objectif de diviser de 3 ordres de grandeur le prix de l'instrumentation, puisque vous vous y intéressiez,
c'était d'essayer de retrouver la mobilité qu'on peut avoir avec un robot Da Vinci, les mobilités intracorporelles qui existent avec ces robots, mais de faire ça dans un petit instrument portable. Donc on avait fait ça avec Brice Gaillet, que vous voyez opérer ici, et puis la société Endocontrol. Et on était parvenu, en fait, donc là vous avez des interfaces qui sont des instruments tenus dans la main, et grâce aux commandes que vous avez sur les doigts, vous pouvez réaliser des mouvements et contrôler les mobilités distales des instruments pour retrouver plus de mobilité en chirurgie cœlioscopique. Et puis si j'ai mis cette vidéo à côté, c'est parce qu'actuellement, on travaille à contrôler ces instruments avec des façons beaucoup plus intuitives que des boutons qui restent un petit peu compliqués et qui restent assez peu intuitives et qui sont issus des recherches qu'on fait par ailleurs sur les prothèses robotiques. Donc là, vous avez une personne qui est dans notre laboratoire et qui utilise une prothèse robotisée, donc qui possède plusieurs degrés de liberté et dont les mouvements coordonnés de ces degrés de liberté ne sont pas commandées via une commande volontaire, celle qu'on pourrait avoir avec un bouton ou des contractions musculaires, comme ils le font habituellement, mais elles sont commandées par des concepts de bouclage sensorimoteur entre les mouvements du corps de la personne et les mouvements distaux, comme une complétion de gestes, comme ce qui se passe quand vous commencez à écrire un SMS et que ça se continue tout seul, la fin du mot est arrivée tout seul. Avec, on espère, un peu plus de fiabilité. Mais c'est cette façon nouvelle de contrôler les mouvements et de faire interagir les mouvements d'une personne avec les mouvements d'un robot pour former un geste complet est une façon qui aujourd'hui nous fait réfléchir à comment commander les instruments pour que ces instruments puissent bouger avec vous. Et c'est quelque chose qu'on prolonge notamment dans le cadre de ce concept qui est aussi dans la cœlioscopie, dans lequel le professeur Gaillet est également largement responsable, et qu'on a appelé, à ce que vous voyez dans la vidéo, le cockpit chirurgical. Donc ce cockpit, l'idée, c'est de trouver des moyens robotiques de faciliter la cœlioscopie, avec toujours cette idée que le chirurgien va revenir sur son patient, ce qui, au demeurant, offre des garanties d'une meilleure transférabilité à la pratique non robotisée, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, puisqu'on a même des études qui montrent que, avec des jeunes chirurgiens, que la pratique de chirurgie avec ce type d'assistance forme mieux à la chirurgie cœlioscopique standard. Donc, l'idée ici est d'avoir des dispositifs robotiques qui vont aussi aider le geste, non pas comme une forme de complétude, de complétion, mais comme plus pour de la stabilisation ou des fonctions supplémentaires. Alors, évidemment, on est assez fiers que ce concept ait été repris par une start-up, puisque nous, je vous dis, nous partons du laboratoire, mais on travaille avec toutes ces personnes qui ont le courage d'entreprendre et de monter des entreprises. Et donc, il est aujourd'hui en train d'être développé par une société qui s'appelle Moon Surgical et qui a été initiée par, initialement, Brice Gaillet et Pierre Compredon, dont j'ai vu qu'ils nous écoutaient à distance, et qui a pour but de mettre dans les blocs opératoires ce dispositif avec 2 bras qui va apporter assistance au chirurgien ou à la chirurgienne pour l'aider à manipuler un endoscope, un écarteur et lui permettre un peu de faire une chirurgie à 4 mains. La vidéo d'extension, celle qui présente pour nous le futur, c'est qu'en fait ici vous avez une démonstration d'une personne, donc qui n'est pas du tout un chirurgien et qui joue à bouger un robot qu'on appelle 3e bras, parce que ici il ne fait rien avec ses 2 mains, mais ses 2 mains sont libres. Donc en fait il commande ce robot sans les mains, et il le commande avec son casque de réalité augmentée qu'il a sur la tête, qui lui permet d'avoir un certain nombre d'informations, et qui lui permet aussi de déplacer des objets virtuels qui sont connectés au robot et qui vont lui permettre de réaliser cette tâche. Donc la personne que vous voyez ici est capable de réaliser cette tâche après 2 minutes d'entraînement, sans erreur. Et donc, alors que c'est aussi une technologie qu'on envisage de développer pour les personnes handicapées, puisqu'il s'agit de faire un bras pour les personnes qui n'ont pas l'usage des leurs, nous envisageons vraiment de façon très concrète de voir comment ces modes de commande vont permettre à un chirurgien, qui a en général les mains relativement occupées, de commander de façon intuitive et sans apprentissage d'autres instruments avec d'autres parties de leur corps. C'est exactement le même concept d'augmentation motrice. Si j'arrive à passer, voilà.
Donc, j'ai parlé d'automatisation dans le titre. C'est un mot que je crois Philippe Becteux a volontairement voulu éviter dans sa présentation, car je sais qu'il est porteur de son lot de provocations. On parle de plus en plus, évidemment, d'automatisation du geste. Je veux dire d'abord que c'est pas non plus nouveau qu'on en parle, car en fait, les premiers robots de chirurgie, qui étaient déjà des robots pour l'orthopédie et pour le genou, étaient des dispositifs automatiques dans lesquels un plan était calculé, un recalage était réalisé. Donc le travail du chirurgien revenait à installer le système, recaler le système d'une façon relativement laborieuse, comme Sophie Cahen pouvait l'indiquer. Et une fois que tout était calé, tout était recalé au bout d'à peu près d'une demi-heure, on appuyait sur le bouton et le robot fraisait l'empreinte nécessaire pour placer l'implant. Ces robots ont fonctionné, ils ont été validés, il y en a même un certain nombre qui ont, au bout d'un moment, ils ont été rejetés parce qu'il n'y a pas un chirurgien qui se projette en installateur de robots. Et on en parlait tout à l'heure, regarder un robot faire une intervention comme ça. Donc l'automatisation, c'est pas une idée nouvelle. On a presque commencé par ça, nous les roboticiens, puisque évidemment, quand on vous a proposé des choses, on vous a proposé ce qu'on savait faire. Et ce qu'on savait faire, c'était automatiser des gestes, comme tu l'as signalé tout à l'heure. Donc, pour autant, vraiment, ça a commencé par ça. Ça a été assez abandonné dans les années 90, quand est arrivée la téléopération, puis la comanipulation. Et puis, on commence à en reparler, mais on commence à en reparler dans un contexte, vraiment, ça complète parfaitement ce qui a été dit précédemment, qui est beaucoup plus collaboratif. C'est-à-dire, on n'envisage pas du tout, oui, alors cette photo est complètement futuriste et ridicule. Enfin, c'est pas ça qu'on envisage. On n'envisage pas du tout qu'un robot va faire une opération. Ce qu'on envisage aujourd'hui lorsqu'on parle de l'automatisation, c'est de regarder comment certains gestes peuvent... Sophie a mis Robot Empowerment dans son sujet, comment les robots peuvent prendre une partie de la gestuelle en autonomie avec la conscience de ce qui... Enfin, la conscience, j'entends bien, ce n'est pas le sens humain de la conscience, avec la connaissance de ce qui est en train de se passer précisément et pas seulement de ce que est-ce qu'on est en train de suivre le plan. La difficulté, c'est qu'un chirurgien, il a un plan. Mais ce qu'il se demande quand il fait le geste n'est pas « est-ce que je suis conforme au plan ?» C'est est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais le bon geste? Est-ce que c'est le bon plan? Est-ce que c'est Et c'est ça qu'il se demande. Et il a sa connaissance de l'anatomie, il a ce qu'il voit, puis il a ce qu'il sent, il a ce qu'il touche, il a ce qu'il entend, il a tous ses sens. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans un certain nombre de laboratoires dans le monde. Et dans le nôtre, on participe à un projet européen qui s'appelle Pharos, dans lequel on va mettre différents types de capteurs dans un robot. Donc, on parle de chirurgie orthopédique. Là, en particulier, cet exemple-là, on pose des vis pédiculaires. Et donc, je peux montrer un exemple du type de capteur qu'on utilise. Donc là, on est dans une chirurgie manuelle réalisée par le professeur Vial et qui va préparer un pédicule pour poser une vis. Et cet instrument qu'il utilise pour poser le pédicule, qui est un instrument standard, sauf qu'il a en plus un capteur. Et ce capteur fournit un signal qui reflète la conductivité électrique. Et grâce à cette information, on va être capable de savoir si on est dans l'os spongieux, si on est sur la corticale, à quel endroit où on est. Et en particulier lorsqu'on brèche, c'est-à-dire lorsque la trajectoire initiale n'est pas la bonne, le capteur va signaler que la conductivité n'est pas celle qu'on attendait. D'un point de vue pratique, c'est comme un radar de recul, quoi. Quand vous êtes trop près, ça fait bip, bip, bip. Grâce à cette information, le professeur Vial ici, ou d'autres chirurgiens qui l'utilisent, peuvent réorienter leurs gestes, non pas en fonction du plan, de nouveau, mais en fonction de ce qui se passe en vrai au bout de l'instrument. Eh bien, cette information ayant été mise disponible via un lien, en l'occurrence Bluetooth, mais enfin disons via une communication pour pouvoir l'utiliser, ce que nous faisons, nous, c'est de combiner ça à... Tant pis, on va avoir le bruit du capteur, c'est pas grave. Ça, c'était le bruit du capteur. Ben voilà, il a fait bip bip. Donc ici, excusez-moi, j'ai été perturbé par ça. La séquence que vous avez vue, c'est une séquence d'automatisation d'un geste dans lequel on va détecter la brèche. C'est-à-dire le robot tient la perceuse qui va réaliser le geste. Le capteur
mesure en temps réel ce qui se passe du point de vue de l'impédance électrique quand il perce cette os d'agneau, en l'occurrence. Et lorsqu'il arrive quasiment à la brèche, ce que vous voyez ici au milieu, c'est-à-dire là, c'est une vue de l'intérieur du canal vertébral dans lequel on voit qu'on commence à peine à sortir du canal, l'enregistrement fait arrêter le robot. Donc c'était l'étape 0. Je veux dire qu'on est capable, grâce à des moyens qui combinent les différentes mesures. Là, vous avez par exemple la mesure de conductivité, la mesure du couple exercé par la perceuse. Sophie a signalé que les robots eux-mêmes sont des capteurs qui nous donnent beaucoup d'informations sur les mouvements, sur les déplacements. Et en combinant toutes ces mesures, et via des techniques d'intelligence artificielle, on est capable d'avoir des détections très très fiables des situations. Et de pouvoir lever des alertes, arrêter le robot, demander au chirurgien quoi faire, tiens, j'ai l'impression que ça ne va pas, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc c'est ça qu'on entend par automatisation. C'est un dispositif dans lequel un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément accessibles aux chirurgiens vont être transmises à l'assistant, et l'assistant va pouvoir non pas travailler sous commande volontaire du chirurgien à chaque instant, mais travailler en équipe avec le chirurgien. En résumé, les messages que je voulais vous passer aujourd'hui, le premier n'a aucun lien avec ce que j'ai dit avant, mais c'est un message que je fais passer à chaque fois que je le peux. Les robots qu'on met au bloc sont des instruments. Depuis le Moyen-Âge, les chirurgiens inventent, voire fabriquent leurs instruments. Vous savez que les chirurgiens du Moyen-Âge devaient avoir il y avait une épreuve de forge pour réaliser les instruments. Vous avez toujours inventé vos instruments, ce ne sont pas les ingénieurs qui les ont faits. Vous avez demandé aux ingénieurs de faire ci, de faire ça, de le faire plus courbé, et la pince machin qui fait ça, etc. Avec les robots, ça vous est compliqué, parce que vous n'avez pas forcément idée de ce que savent faire les robots, de ce que peuvent faire les robots. Donc, s'il vous plaît, dites à vos étudiants de s'intéresser à la robotique et de regarder, parce que c'est clairement leurs instruments de demain, de regarder comment ça marche, d'aller dans les cursus, à Sorbonne Université, il y a des cursus qui sont offerts aux étudiants en médecine pour qu'ils puissent regarder ça. Mais il faut qu'ils comprennent ce qui se passe, qu'ils viennent dans nos labos, etc. Chaque fois qu'on interagit avec eux, ça fait des bulles. Ça fait des choses importantes parce que nous, on ne peut pas inventer vos instruments. Ok, ça c'était le point 1. Le point 2, c'est que je suis complètement raccord avec Sophie Cahen quand elle dit que les robots sont des instruments et des interfaces, et qu'il y a d'autres interfaces. On a vu des lunettes de réalité augmentée, tu en as parlé aussi. Il y a un certain nombre d'informations, il y a un certain nombre de données, il y a le patient. Tout ce dispositif est multimodal et doit contribuer et doit être intégré. J'ai parlé de ces couplages sensorimoteurs qui commencent à voir le jour entre les... Ouais, je suis bien timé. Qui commence à voir le jour entre les mouvements du robot et les mouvements de la personne qui porte le robot ou qui est connectée au robot par un lien virtuel. Nous avons beaucoup d'espoir là-dedans. L'intelligence artificielle avec toutes les données capteurs qui sont récupérées par tous ces capteurs qu'on peut placer, qu'on peut ajouter et qui vont ajouter de la sécurité et de la conscience de ce qui se passe dans la réalisation des gestes. Et comme je le disais, il me semble que, enfin je vois dans beaucoup de laboratoires le mot autonomie poindre. Ne pensez pas qu'il s'agit d'un remplacement du chirurgien, personne n'imagine ça. En revanche, il s'agit de trouver des moyens, parce que ça existe en robotique et on peut le faire de façon vraiment très fiable, de réaliser des choses simples, comme un assistant peut le faire. Donc il s'agira plutôt d'un travail d'une équipe et non pas d'un travail de remplacement. Voilà, c'est tout ce que je voulais indiquer. Oui, merci. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de questions. Moi, je voulais vraiment insister sur la partie du début, les 4-5 diapositives du début. Cette histoire robotique initiale, c'est-à-dire du robot Da Vinci, c'est l'exemple du fait qu'on a adapté la culture chirurgicale à un instrument. Donc, on n'a pas fait, je veux dire, ce qui se passe actuellement avec tous les robots que vous nous présentez, qu'on est en train vous êtes en train de développer. C'est un outil qui s'intègre, qui est au service du chirurgien et donc du patient et qui s'intègre dans la culture chirurgicale.
Donc là, on a véritablement un appareil qui était fait pour autre chose, pour opérer à distance sur le champ de bataille ou communiquer avec la station spatiale, etc., et qui n'est pas du tout un instrument pratique. Et on le voit très bien, puisque vous évoluez avec les deux systèmes, on ne va pas sortir de la célioscopie, il faut véritablement quelque chose qui soit pratique, et on a une évolution de la génération de robots qui va vers des cultures hybrides, laissant de la place aux chirurgiens comme le Medtronic et surtout le Versus où il y a énormément de place, et puis encore à la célioscopie robotisée comme il y a le système de Maestro, là, donc ce système Moon Surgical. Voilà, de Moonsoft qui s'appelle Maestro, oui. Et puis Dexter qui a aussi un robot qui d'ailleurs l'un de des confrères l'utilise à la Croix-Saint-Simon, donc il est commercialisé. Donc ça c'est à part, mais c'est fondamental, je veux dire, parce que véritablement on a quelque chose qui n'est pas adapté, toute une culture. On est sorti. Vous avez dit qu'effectivement le chirurgien est dans son coin, mais en plus il parle avec un micro à ses collaborateurs qui sont à côté. Et quand on a ces formes hybrides, je veux dire, on passe très vite de la robotique, de la célioscopie standard à la robotique, surtout dans les formes où il n'y a plus le docking, c'est-à-dire l'amarrage complet du robot au bras. Ça, c'est un premier point. Le reste, il y a tous les autres éléments que vous avez développés, et je crois qu'il y a des questions pour... Hubert. Alors, commentaire. Commenter. D'abord, on fait une constatation, c'est que les industriels, ils ont toujours essayé, ils ont vendu leur matériel à des chirurgiens quand ils ont simplifié la chirurgie. Et c'est vrai que votre remarque est tout à fait pertinente sur le fait que le robot n'a pas simplifié les choses. Et je voudrais faire une deuxième remarque, c'est que il y a une querelle, enfin j'ai cru comprendre que dans l'aviation, il y avait une querelle entre les pilotes et les ingénieurs disant non, ça y est, on a réglé les problèmes, et les pilotes disant non, attendez, vous voyez bien que ça marche pas à tous les coups votre truc, à propos de l'accident des Boeing, je sais plus quels Boeing qui sont tombés là. Voilà. Et on voit bien je ne dis pas qu'il y a une concurrence entre les industriels et les chirurgiens, pas du tout. Mais c'est la coopération qui rendra les choses beaucoup plus faciles. Et d'ailleurs, les deux exemples qui ont été montrés, le RoboCat et la communication du professeur Hollon, ont bien montré que ça simplifiait beaucoup les choses pour les chirurgiens et donc pour le patient. Le mot-clé, c'est quand même la simplification. Oui, la simplification. Je veux aussi promouvoir le modèle hospitalo-universitaire que nous avons. Vous avez vu au début de ma présentation que j'ai mis un petit logo qui est celui du LabExCami, avec lequel vous travaillez dans le cadre d'un de vos prix, qui est un regroupement de laboratoires à Montpellier, à Strasbourg, à Grenoble, à Paris, à Brest, et qui a beaucoup, et qui, à chaque fois, on s'appuie sur, évidemment, des hôpitaux universitaires de renom dynamique. Et donc, la coexistence dans des mêmes structures universitaires de chercheurs en robotique, de praticiens, et avec des objectifs tels que ceux qui nous meuvent, sont un grand facilitant, surtout que dans toute cette communauté, est arrivée la culture du transfert très importante. Donc on voit, si la robotique chirurgicale aujourd'hui est mise en avant par notre gouvernement et on a tous ces gens qui sont là, c'est aussi parce que le système académique français, chirurgien et roboticien, a été pionnier, hein, il faut le savoir, Jocelyne Trocaz, que vous connaissez très bien, fait partie des pionnières mondiales du dispositif, et que ça a perduré, et nous sommes un peu ses enfants, et moi, voilà, maintenant elle est un peu grand-mère, parce que moi-même j'ai des enfants, voilà, ce que je veux dire, c'est que aussi, appuyez-vous, la communauté chirurgicale, sur cet existant qui est dense et qui est efficient en matière de création de valeur et de transfert.
Moi, j'avais une question. En fait, en même temps, essayer de relier l'intervention de Sophie Cahen tout à l'heure et la vôtre, puisque vous avez un moment insisté sur les... peut-être faut-il insister. Outre l'expérience chirurgicale et la problématique du bloc opératoire, il y a la problématique de... On s'adresse à quoi? C'est-à-dire à une imagerie et à des capteurs. Et la combinaison des deux va être probablement avec l'accumulation des datas, donc la possibilité d'avoir des algorithmes qui permettent véritablement d'anticiper et de combiner l'expertise robotique et le besoin du cas clinique qu'on a à traiter. C'est ça, finalement, il faut faire converger à la fois les outils et en même temps la compréhension du programme qu'on doit traiter. Parce que c'est un programme à traiter. Un patient, c'est un programme. Alors si je commence peut-être, donc pour nous ce qui est intéressant, je le redis, et j'ai beaucoup apprécié cette intervention de Sophie qui a dit le robot est un capteur. Le robot est un capteur de gestes, c'est un capteur de force, c'est un capteur de mouvement, et toutes ces informations sont importantes pour la compréhension de ce qui se passe. Maintenant, peut-être sur la partie données en général et utilisation des données, tu voudrais dire, parce qu'en fait la fin de ta présentation est passée un peu vite. Je suis allée un peu vite. Merci beaucoup, Guillaume. Hyper intéressant. Merci des nombreux à ma présentation. Oui, une fois de plus, vous êtes une communauté de cliniciens. Comme ça a déjà été dit, lorsque vous opérez, vous embarquez plein de capteurs visuels, auditifs, olfactifs parfois. Et ce que cherche à faire la robotique, c'est reprendre ce caractère multisensoriel avec des capteurs qui sont parfois moins fiables et largement moins fiables que les vôtres. Ça c'est ce que les travaux des roboticiens, mais ça prend beaucoup de temps à apprendre un robot à saisir une bouteille d'eau alors que vous le faites depuis que vous êtes né à peu près. En revanche, ce qu'une puissance de calcul peut faire un peu mieux, c'est de la modélisation 3D, des calculs d'optimisation mathématique quasiment instantanés. Et donc l'objectif effectivement de la robotique, c'est et notamment de la collaboration de machines, et je suis ravie que ça a été repris par Guillaume et puis par le projet Moon Surgical qui fait ça en laparoscopie, c'est justement de combiner ce que les humains et les robots savent faire de mieux respectivement. Merci. Parfait. Merci. Non, ne partez pas parce que... Non, mais j'ai une dernière chose pour dire, parce qu'on parle, on n'a pas rien. On parle comme ça de l'intelligence artificielle, et moi, j'ai vu passer une information, en tout cas pour l'ISIR en janvier, c'est-à-dire l'arrivée du MLIA avec le deep learning et l'apprentissage statistique qui rentre dans votre labo, et je pense que c'est une valeur ajoutée très, très c'est énorme, et c'est énorme, pas seulement pour la robotique chirurgicale. Donc évidemment, dans les techniques d'intelligence artificielle, les techniques dites de deep learning, celles qui utilisent les réseaux de neurones profonds et les techniques d'apprentissage par la donnée, c'est-à-dire créer des modèles, créer de la connaissance par l'analyse de données, et non pas uniquement par des modèles comme nous, on l'apprenait autrefois, des équations différentielles, pour faire un peu simple, ou des planches anatomiques, mais enfin des choses, disons, structurées. Donc nous avons dans notre laboratoire, depuis le mois de janvier, je pense pouvoir le dire, la meilleure équipe de deep learning de France, avec 10 chercheurs qui sont parmi les plus brillants dans ces domaines-là, qui font déjà des choses en traitement d'image, qui font déjà des choses en modélisation. Et nous sommes tout à fait convaincus que nous allons produire des progrès importants en combinant la robotique, qui est l'interface, encore une fois, mécanique et sensorielle avec l'environnement, et ses capacités de calcul que tu mentionnais. Je dois dire que s'il y a ce rapprochement, c'est aussi parce que pour le deep learning, se mettre dans un robot, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de tout à fait immédiat. Le deep learning fonctionne très bien sur des gigantesques bases de données qui sont accessibles dans le monde numérique. Donc le deep learning dans le monde numérique, ça marche très très bien. Le deep learning dans le monde réel à travers un robot, mais il y a des problématiques qui sont différentes. Les données ne sont pas si massives, le système est interactif, donc on agit sur le système et on observe ce qu'on fait pour faire du renforcement, etc. Donc on a tous ces programmes magnifiques de combinaison deep learning et robotique qui nous attendent. Merci beaucoup.